bien, nous allons commencer. Philippe, je vous laisse introduire la réunion. Bonjour à tous et bienvenue à notre rendez-vous du Midi de l'Info. Et aujourd'hui, nous allons traiter de la propriété intellectuelle de l'architecte. Alors, ce que nous vous propose aujourd'hui, c'est un peu une première, puisque devant le succès des demandes de participer au Midi de l'Info, et surtout aussi sur les petites problématiques techniques qu'on a eues la dernière fois quand on a voulu faire une formule hybride entre le présentiel et la visio, on a décidé, pour que ça soit beaucoup plus fluide et surtout pour qu'il y ait une meilleure qualité sonore, de présenter ce sujet uniquement en visioconférence. À savoir que ça n'empêchera pas, sur des sujets prochains, d'avoir des formats un peu plus intimistes et bien évidemment des présentations au CRO-APL. Donc, Florence, je crois que beaucoup de nos consoeurs et confrères architectes vous connaissent, mais pour ceux qui ne vous connaisseraient pas encore, vous êtes donc Florence Dénigaud, vous êtes notre responsable juridique, et donc vous allez nous présenter le sujet des droits de propriété intellectuelle de l'architecte. Je tiens à préciser tout de suite qu'on a un temps qui est réduit, on a 1h30, donc on ne pourra pas répondre à tous les sujets de la propriété intellectuelle, voire même un petit peu les parallélismes avec la propriété industrielle, mais ça pourra faire l'objet d'autres présentations. Les règles du jeu sont assez simples. Donc, nous avons notre secrétaire qui est avec nous, Jimmy Leduc, qui va servir de modérateur en ce qui concerne les questions que vous pourrez poser à tout moment. Et je me permettrai de reprendre les questions auprès de vous, Florence, pour que vous puissiez y répondre. Voilà, et je vous laisse tout de suite la parole. Très bien, parfait. Merci. Donc le sujet effectivement a été, comme le disait Philippe, choisi de manière à pouvoir répondre à vos questions sur le droit de propriété intellectuelle de l'architecte. Alors, hop, je vais passer bientôt. Pourquoi je ne peux pas passer? Pardon? C'est un barre d'espace. Ah voilà, très bien, merci. Petit problème technique. En sommaire, l'idée, effectivement, c'est de pouvoir, dans un premier temps, circonscrire le sujet en présentant ce qu'est une œuvre architecturale et comment on la définit en droit, qui en est l'auteur, et qui permettra justement de savoir si vous pouvez finalement avoir des droits sur l'œuvre architecturale que vous avez construite. Ensuite, un deuxième point sur les droits et donc les attributs liés en fait à l'œuvre architecturale. On y reviendra et donc ce que vous pouvez défendre en termes architectural et de droit d'auteur. Et puis un troisième point sur les précautions à prendre lorsque vous intervenez à la suite d'un confrère ou sur l'œuvre d'un confrère. Donc, je commence sur la définition même en fait, de l'œuvre architecturale. Alors, en préambule, c'est ce que nous disait Philippe. Ici, on va aborder que la notion de droit d'auteur, ce qu'on peut appeler un droit de propriété intellectuelle, et non pas ce qu'on appelle le droit de propriété industrielle, même si, effectivement, en tant qu'architecte, vous avez la possibilité de pouvoir déposer un certain nombre de dessins et modèles auprès de l'INPI si vous en avez l'occasion et si vous souhaitez justement renforcer la protection de certains projets. Mais c'est un autre droit qui nécessite effectivement plutôt un dépôt en lien avec la technicité du projet et non pas sur l'œuvre architecturale en tant que telle. C'est peu fréquent, mais vous pouvez y être confronté. Sur l'œuvre architecturale, la définition de l'œuvre architecturale protégée par les droits d'auteur est donnée par le Code de propriété intellectuelle. Ce que vous voyez noté à l'écran, le CPI, c'est donc l'article du Code de propriété intellectuelle.
Donc, je vous lis l'article en question. Il précise que l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit du seul fait de sa création d'un droit de propriété incorporel, exclusif et opposable à tous. Ces deux mots sont importants puisque ça veut dire que lorsque vous êtes titulaire de droit d'auteur, vous y êtes propriétaire à titre exclusif et donc vous pouvez défendre ses droits vis-à-vis des tiers puisqu'il est opposable à tous. Oui, Florence, juste une petite précision. En ce qui concerne les articles que vous citez, je pense que nous, en tant qu'archi, on est plutôt profane au niveau des textes, des textes et de la hiérarchie des normes. On rappellera que c'est des textes avec le premier préfixe qui est un L. Donc, ça veut dire que c'est des textes qui ont force de loi. Et ça, il faudra le rappeler dans le déroulement de la hiérarchie des normes. Voilà. Tout à fait. Alors, quand vous avez un L, L111.1 par exemple, effectivement, ce sont des textes de loi. Si vous avez un R, ce sont des textes réglementaires. Donc, c'est en termes de hiérarchie des normes moins importante que la loi. Mais ça nécessite effectivement une petite distinction. Et le R vient en général expliciter en fait, les textes de loi. L'article L112.2, lui, du Code de propriété intellectuelle, précise qu'en fait, vont être considérées comme des œuvres architecturales, celles qui sont des œuvres de l'esprit. Et donc, on voit bien ici que sont citées les œuvres d'architecture, les plans, les croquis, les ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie et à l'architecture. Et aux sciences, bien sûr, mais voilà, les œuvres architecturales sont bien citées dans le Code de propriété intellectuelle et sont donc protégées en tant que telles. La jurisprudence est venue ajouter en fait des critères pour pouvoir caractériser ce qu'est une œuvre architecturale. Elles sont au nombre de 2. C'est donc l'originalité et la formalisation. Alors, de quoi on parle, puisque l'idée, effectivement, c'était de pouvoir venir définir ce qui va être protégé en tant que tel. Donc, sur la formalisation, une idée n'est pas suffisante pour pouvoir être protégée par le droit d'auteur. Il faut une concrétisation matérielle par le biais d'une esquisse, d'un plan ou de la réalisation de l'œuvre architecturale. C'est important puisque les idées en tant que telles ne sont pas protégées par le droit d'auteur. Et l'originalité, c'est un point essentiel et vous verrez tout au long de notre présentation, c'est quelque chose qui va rester en filigrane. L'originalité, c'est ce que la jurisprudence a défini comme étant l'empreinte de la personnalité de l'auteur. Je m'explique. Ça veut dire que l'œuvre doit comporter en fait cette empreinte de la personnalité de l'auteur architecte et doit présenter un caractère artistique certain. C'est-à-dire, cela doit comporter un certain trait lié à l'esthétique, au parti pris architectural, à la composition des volumes, au choix créatif qui peut faire l'originalité de l'œuvre architecturale. Donc, en fait, pour être très clair, dans ce que vous nous dites, aussi bien des bâtiments agricoles assez banals et répondant uniquement à une fonction technique, aussi bien des immeubles de logement répétés sur tous nos paysages sans forcément aucune originalité. Et d'ailleurs, on pourrait rajouter d'ailleurs le pavillon habituel qui effectivement sont présents dans nos lotissements périurbains ne sont pas protégés par la propriété intellectuelle. Alors, pas tous. En fait, l'idée, c'est de pouvoir, s'il y a un besoin de devoir protéger ces œuvres au titre des droits d'auteur, il va falloir pouvoir prouver finalement que la maison classique, effectivement, ou le bâtiment qui n'a pas de nouveauté particulière, eh bien, serait considéré comme étant original, de par son parti pris architectural ou de par effectivement son implantation ou son volume.
Donc voilà, mais toutes les œuvres, effectivement, ne sont pas originales en tant que telles. La complexité, par exemple, d'une œuvre ne va pas définir son caractère original. C'est important de le dire. Même si le bâtiment est hideux, ça peut, par contre, à l'inverse, être considéré comme une œuvre originale. Donc, il n'y a pas non plus de notion de subjectivité dans la notion d'originalité de l'œuvre. Je passe effectivement sur qui peut être l'auteur en fait de l'œuvre architecturale et donc les titulaires des droits d'auteur une fois qu'on a défini de ce dont on parle. Le Code de la propriété intellectuelle poursuit en définissant la qualité de l'auteur. Et les textes adoptent en fait ce qu'on appelle une présomption d'auteur, c'est-à-dire que celui qui va divulguer l'œuvre est considéré comme étant présumé être l'auteur de l'œuvre architecturale. Et cette présomption, en fait, peut être combattue par la preuve contraire, par tout moyen, bien entendu. Mais l'architecte, je vais prendre un exemple, l'architecte qui divulgue son plan architectural est celui qui est présumé être l'auteur de l'œuvre en question. Le principe de la divulgation la plus habituelle, parce que ce n'est pas forcément un mot qu'on emploie, c'est quand on dépose un permis de construire et qu'on a notre cartouche avec le nom de l'architecte. On est bien d'accord, ça fait partie des éléments de divulgation. Exactement. Quand on parle de divulgation, ça veut dire le fait que ce soit porté à la connaissance d'un tiers ou de tous ou du co-contractant. Bien entendu, ça veut dire, et on y reviendra tout à l'heure, ça veut dire qu'il faut aussi aller chercher, si vous voulez prouver effectivement que vous êtes l'auteur d'une œuvre, aller chercher par tout moyen, et donc l'antériorité de ce que vous avez pu produire auparavant, et ça nécessite effectivement de s'arroger un certain nombre de preuves et de moyens de preuve pour pouvoir combattre en fait cette présomption d'auteur. La particularité en fait de l'œuvre architecturale, c'est qu'elle peut être réalisée au sein d'une agence d'architecture. C'est vrai que le premier article va viser l'architecte personne physique qui réalise ses plans, donc on y voit une simplicité en fait dans cette circonstance. Toutefois, lorsqu'on est dans une agence d'architecture, il peut y avoir différentes configurations. La première, elle est donc bien visée par les textes, c'est l'œuvre collective. Alors, qu'est-ce qui est visé ici c'est donc l'œuvre qui va être créée par une personne physique ou une personne morale et dont l'élaboration va se fondre dans un ensemble. C'est-à-dire qu'elle est conçue sans qu'il soit possible d'attribuer à la personne physique ou à la personne morale qui la divulgue un droit distinct. Et dans ce cadre-là, la propriété en fait de l'œuvre va aller directement à la personne physique ou à la personne morale sous le nom de laquelle elle est divulguée. C'est le même principe en fait que la présomption d'auteur, c'est-à-dire qu'on considère qu'à partir du moment où une agence d'architecture divulgue sous son nom propre de société d'architectes, eh bien, les droits d'auteur sont adressés à la personne morale. Alors là, on commence à avoir une petite difficulté, c'est qu'on a parlé tout à l'heure de droit moral et de droit patrimonial. Donc pour le droit patrimonial, on peut comprendre que pour l'agence, c'est assez facile à gérer. Par contre, pour le droit moral, sachant d'une société d'architecture, en l'occurrence, on a un peu de mal à identifier qui va bénéficier du droit moral, voire même des descendants. Comment peut-on un peu clarifier la situation ?
Alors souvent, effectivement, l'idée, c'est de prévoir dans le pacte d'associés qui sera titulaire au moment où la société d'architecture va être liquidée, qui sera propriétaire en fait des droits moraux. Si c'est pas le cas, eh bien, ça va être une bataille d'héritiers pour savoir qui va avoir ce droit moral. Et donc, il faudra effectivement le prévoir contractuellement. Et autre question, donc là on parle effectivement du pacte d'associés, donc c'est un acte qui est assez fort, qui est évidemment très puissant, mais qui est administrativement lourd. Par rapport aux différents projets qui peuvent être produits dans une agence, il se peut que les auteurs ou les co-auteurs changent en fonction des projets. Est-ce qu'il est possible de pouvoir écrire au fur et à mesure de la production de ces œuvres des responsabilités, notamment des ayants droit sur la propriété morale, qui sera effectivement une fiche liée à chacun des projets? Oui, en fait, il peut y avoir aussi, et ça, on parle d'œuvres collectives, mais il peut y avoir aussi, au sein de sociétés d'architecture, des projets qui sont visés uniquement par des personnes physiques architectes, c'est-à-dire pour lesquels on y accorde la titularité des droits d'auteur. Si vous êtes l'agence d'architecture AA, je dis n'importe quoi, et que Monsieur Durand en fait veut signer un permis de construire au sein de cette société d'architecture, il a tout à fait la possibilité, si son employeur le lui permet, et donc il aura la paternité en fait des droits moraux qui y sont associés. En poussant encore plus loin le raisonnement, est-ce qu'au sein d'une agence d'architecture, en sachant que notre code de déontologie veut évidemment que l'auteur du projet architectural soit entre autres un architecte, mais quand on est co-auteur, est-ce qu'une personne non architecte peut être également bénéficier de ses droits en tant que co-auteur? Alors, non, pas en tant que tel. Il peut bénéficier de l'usage en fait de ces références. Mais effectivement, c'est pas tout à fait. Alors, on vient en fait, vous parlez de co-auteur, on vient en fait à l'œuvre de collaboration, mais au sein d'une société d'architecture, vous avez en fait des droits sur l'œuvre architecturale et sur le permis de construire, mais des non-architectes peuvent, non pas dans le cadre d'une œuvre collective, mais dans le cadre d'une œuvre de collaboration, détenir des droits d'auteur et des droits de propriété intellectuelle. Je m'explique. Donc, c'est le deuxième cas, l'œuvre de collaboration, qui vise en fait l'œuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques. Il peut y avoir effectivement dans certaines agences je sais pas, un architecte et un paysagiste, par exemple, qui s'accordent pour exercer en commun leur droit d'auteur sur un projet. Et donc là, effectivement, vous allez avoir des co-auteurs qui vont justement exercer en même temps leur droit moral et leur droit patrimonial sur l'œuvre réalisée. Dans ce que je comprends, dans ce que vous dites, de toute manière, pour éviter tout conflit futur, il faut qu'au moment de l'élaboration de cette œuvre, ou du moins à l'issue de son élaboration, que les choses soient écrites. Tout à fait. C'est ce qui est primordial. L'idée, effectivement, c'est de pouvoir écrire comment vous allez vous répartir en fait les attributs du droit de propriété intellectuelle lorsque l'œuvre est réalisée en commun avec d'autres. C'est un peu en fait ce qui est écrit là sur le PowerPoint. Les salariés collaborateurs sont susceptibles d'établir leur rôle en conception, soit à titre d'auteur unique, soit de co-auteur de l'œuvre conçue au sein de l'agence, soit au titre de contributeur à l'œuvre collective, qui permet effectivement d'utiliser les références par la suite. Et puis, vous avez sauf s'il y a des questions particulières, et puis vous avez un dernier point, en fait, qui est un peu particulier, on y reviendra par la suite, je le précise, puisque ça permettra un développement un peu plus important, c'est ce qu'on appelle l'œuvre dans l'œuvre,
C'est-à-dire qu'on a une œuvre nouvelle, donc une création nouvelle, à laquelle est incorporée une œuvre préexistante sans la collaboration de l'auteur de cette dernière. On est typiquement dans une réhabilitation d'un bâtiment. Vous avez un immeuble déjà préexistant qui a lui-même des droits d'auteur sur l'œuvre, et puis vous venez en fait y apporter une création nouvelle, réhabiliter le bâtiment, aménager et modifier en fait l'œuvre préexistante, et vous avez effectivement là sur votre création également des droits d'auteur. On y reviendra parce que ça nécessite un petit développement. Oui. Dans ce petit développement, là, on parlait évidemment du marché de la réhabilitation, la transformation, voire l'extension d'éléments architecturaux existants. On pourra peut-être aussi évoquer certains ouvrages, certaines architectures très particulières qui intègrent une œuvre d'art qui peut être alors une œuvre d'art reconnue ou une œuvre d'art, on peut penser à un escalier monumental et qui ne soit pas conçu par l'agence d'architecture. Et là, il va falloir qu'on puisse évidemment un peu jauger quel est le niveau des intérêts de chacun dans la propriété morale, voire patrimoniale. Oui, tout à fait, exactement. Donc, on a effectivement un peu planté le sujet. Quels sont maintenant les droits dont va bénéficier l'architecte, dont vous allez bénéficier en tant qu'auteur d'une œuvre? Alors, c'est ce qu'on appelle en fait les attributs du droit de propriété intellectuelle. On en parlait tout à l'heure, on les a déjà cités. C'est ce qu'on appelle d'un côté le droit moral et le droit patrimonial, qui sont vraiment les deux piliers, on va dire, du droit de propriété intellectuelle. Dès lors qu'on a reconnu en fait l'originalité de l'œuvre, eh bien, on peut s'appuyer sur ces deux droits pour pouvoir défendre en fait son œuvre architecturale. Donc le premier, c'est ce qu'on appelle les droits moraux. Donc les droits moraux constituent en fait des droits qui sont assez connus en pratique, qui sont le droit à la paternité de l'œuvre architecturale, le droit au respect et à l'intégrité de l'œuvre, et le droit de divulgation, dont on parlait tout à l'heure, c'est le droit de communiquer sur l'œuvre. Parmi ces trois droits moraux qui sont constitutifs en fait du droit moral, le Code de la propriété intellectuelle précise que l'auteur jouit du droit au respect de son nom, c'est ce qu'on appelle le droit à la paternité, de sa qualité et de son œuvre. Ce droit, en fait, il est perpétuel. Donc, il n'a pas de durée dans le temps, contrairement aux droits patrimoniaux, on y reviendra. Inaliénable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le céder, il ne peut pas être vendu, ni faire l'objet en fait d'une contrepartie financière. Et imprescriptible, il n'y a pas de prescription à la revendication en fait de ce droit. Il faut savoir qu'il est attaché à la personne physique. C'est la manière la plus facile, on va dire, de pouvoir revendiquer ce droit moral, puisque à partir du moment où vous allez concevoir une œuvre, la position finalement de votre cartouche, de votre signature, fait que vous avez un droit moral tant et si bien que l'originalité de l'œuvre est reconnue. Par exception, il est aussi attribué à la personne morale en cas d'œuvre collective, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure sur la personne morale, société d'architecture, qui peut effectivement être titulaire de cette œuvre collective. Et puis, il est transmissible aux héritiers en cas de décès. C'est une des particularités de ce droit moral. Alors, j'avais effectivement, sur les thèmes que vous avez évoqués, on pourrait imaginer, dans un cas un petit peu extrême, que l'auteur puisse s'opposer et une posture de blocage à toute modification
de son œuvre. Qu'en est-il réellement aujourd'hui? Parce que quand vous dites droit au respect de l'intégrité de l'œuvre, on pourrait dire qu'à partir du moment où on rajoute un tout petit élément à une œuvre architecturale, eh bien on s'y oppose et le projet capote. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous peut-être nuancer ce sujet? Exactement. En fait, en vertu de ce droit moral, on aurait effectivement l'architecte va pouvoir s'opposer en fait à la modification de son œuvre. La jurisprudence, finalement, au travers d'un certain nombre d'affaires et de cas d'espèces qui lui ont été proposés, les magistrats ont établi une sorte de modération, en se disant attention, certes, l'architecte en question peut avoir un droit moral et donc être titulaire finalement de son œuvre et considérer qu'elle est totalement intangible et ne doit pas être modifiée, mais en contrepartie, le maître d'ouvrage, lui, est propriétaire. Et on sait effectivement qu'en France, le droit de propriété est important, et donc il y a un juste équilibre qui doit être fait entre le droit moral et le droit de propriété du maître d'ouvrage. Et donc, la jurisprudence est venue au fur et à mesure des années introduire une nuance qui est celle-ci, c'est-à-dire que effectivement, l'œuvre architecturale reconnue peut être modifiée, mais sans y apporter une dénaturation de l'œuvre, et pour des raisons qui sont des raisons liées à des considérations sécuritaires ou techniques, ce qu'on appelle des modifications qui sont indispensables à l'œuvre, ou en tout cas pour assurer soit la pérennité de l'ouvrage, soit faire en sorte que le maître d'ouvrage puisse continuer à disposer de son droit de propriété sur l'œuvre. En fait, ce que vous nous dites, c'est que la continuité de l'usage ne peut pas être interdite, puisque quand on parle de ces éléments-là, on pense bien évidemment aux isolations thermiques du bâtiment, qui sont des sujets d'actualité, voire même de remise aux normes, et on pense principalement aux établissements recevant du public, nécessitant quelques transformations. Donc là, l'opposition, elle n'est pas évidente sur ces sujets-là. Exactement. Dans ce cas-là, ça va être effectivement à l'architecte, et on y reviendra tout à l'heure sur la façon dont on peut en fait en pratique exercer ce type de droit, mais ça va être à l'architecte qui refuse en fait les modifications de venir apporter la preuve qu'il y a une dénaturation en fait de son œuvre, et que les modifications qui sont envisagées viennent bafouer son œuvre et l'intégrité de son œuvre. Donc c'est important effectivement de bien comprendre cette notion de juste équilibre entre le droit moral et le droit de propriété. Je prends l'exemple d'une démolition, par exemple. Il y a déjà eu des cas effectivement en jurisprudence qui ont été visés par cela, c'est-à-dire qu'un maître d'ouvrage décide de démolir un bâtiment et l'architecte vient s'y opposer, considérant effectivement que c'était son œuvre majeure, et que à ce titre-là, il considère que ça n'est pas tenable en fait pour lui. Eh bien, la jurisprudence est venue finalement dire qu'il y a eu une certaine divulgation dans le temps suffisamment ancienne, et que bien, la démolition pouvait intervenir au regard en fait de cet équilibre entre le droit moral et le droit de propriété. Donc c'est toujours il faut toujours avoir à l'idée que entre évidemment les textes de loi et la jurisprudence va aménager les textes de loi, et c'est effectivement, ce sera la décision du juge qui s'appuiera sur la jurisprudence qui va primer. Tout à fait. Alors souvent, effectivement, dans l'exercice de ce droit moral, les sanctions qui sont prises par les magistrats, c'est soit des dommages et intérêts,
soit la remise en état, c'est-à-dire il y a des modifications, les travaux ont eu lieu, et bien il faudra remettre en état l'œuvre en question. Et donc c'est les sanctions en général qui sont prises par les magistrats. Petite question, il me semble qu'il a pu y avoir des cas sur lesquels le jugement donnait les moyens à l'architecte avant démolition, de suffisamment divulguer l'œuvre, à savoir avoir des relevés complémentaires, des choses comme ça, à la charge de celui qui est propriétaire de l'œuvre dont la propriété morale est à l'architecte. Donc on a aussi cette possibilité-là, il me semble, hein, Oui, tout à fait. de faire prospérer son projet, alors d'une manière moins réelle, enfin plus réelle du tout d'ailleurs, mais sur d'autres documentations. Donc ça aussi, vous pouvez aussi, sur la base, avant d'aller en contentieux, négocier avec le maître d'ouvrage, de vous donner les moyens de pouvoir avoir suffisamment d'éléments pour que votre œuvre puisse durer dans le temps, mais par d'autres moyens que d'être une présence physique sur un site précis. Tout à fait. Sur les droits patrimoniaux, on est là sur ce qu'on appelle les droits d'exploitation de l'œuvre. C'est ici le fait de tirer profit de l'œuvre, ou en tout cas d'en avoir une représentation, une reproduction. Alors, ces droits patrimoniaux, ils sont très différents en fait du droit moral, le droit moral, c'est quelque chose qui est très un peu franco-français. Les droits patrimoniaux, on est plus effectivement sur l'idée de pouvoir tirer profit en fait de l'œuvre. Ces droits sont limités à la vie de l'auteur, plus 70 ans après le décès en fait de son auteur. L'œuvre en tant que telle, effectivement, n'a pas à être déposée pour être protégée, c'est important de le redire, elle est dès sa divulgation. C'est pour ça que je mettais l'alerte de dire ne pas oublier que les droits d'auteur s'appliquent aussi bien pour les plans de conception que pour l'œuvre architecturale. C'est-à-dire, ça va s'exercer dès la divulgation de votre esquisse jusqu'à la réalisation de l'œuvre architecturale et du bâtiment réalisé physiquement. Donc, c'est important de pouvoir bien le circonscrire, puisque ce sont des droits sur lesquels, en général, vous avez un pouvoir d'action. Qui est très important, puisque les droits patrimoniaux, on va venir, je vais d'abord les décrire. C'est d'abord le droit de représentation. Donc, c'est la communication de l'œuvre au public par un procédé quelconque. Informatique, papier, maquette, etc. Donc, tout ça, c'est la communication de l'œuvre. Et vous avez ici un pouvoir d'action, de se dire, voilà, moi, je considère que mon œuvre, elle peut être divulguée ou communiquée par ce biais-là. Le droit de reproduction, c'est donc la fixation matérielle de l'œuvre qui permettent de communiquer au public de manière indirecte, étant précisé que pour les œuvres architecturales, la reproduction consiste dans l'exécution répétée d'un plan ou d'un projet type. Donc, on est vraiment sur ce qu'on appelle les modèles types, effectivement, le fait de reproduire un projet, une maison individuelle, par exemple, qui pourrait être reproduit par ce biais-là. Ces deux droits-là, ce sont des droits qui sont cessibles, c'est-à-dire que ça veut dire que vous allez pouvoir les céder, en tout cas, ou en limiter en fait l'exercice et l'usage par le maître d'ouvrage. Donc c'est important, on y reviendra après. Quand vous dites céder ses droits, alors ça peut être en totalité ou en partie? Pas en totalité. Enfin, en tout cas, tout ce qui est cession des œuvres futures en totalité, ça n'est pas possible. En totalité sur un projet,
oui, vous pouvez le faire. C'est un peu dangereux, mais oui, vous avez la possibilité de le faire. D'accord. On y reviendra sur D'accord. la session. Une petite aparté, puisque ça fait l'objet effectivement de certaines discussions. L'exercice des droits patrimoniaux peut être un peu différent en marché public et en marché privé, puisque la contractualisation en fait est différente. En marché public, vous allez avoir très souvent un groupement de maîtrise d'œuvre et donc peut-être souvent une œuvre collective. Alors qu'en marché privé, très régulièrement, vous allez avoir un seul architecte, personne physique ou une société qui va exercer ses droits patrimoniaux à titre unique. Voilà, donc vous avez différentes façons en fait finalement de pouvoir exercer ces droits patrimoniaux. Je passe puisque effectivement on y reviendra. Le troisième point, ce sont les droits sur l'image de l'œuvre, en fait, qui rejoignent un peu le droit patrimonial et le droit moral, mais un focus est important à faire sur les droits liés à l'image de l'œuvre. De manière générale, l'architecte va disposer sur son œuvre des droits d'exploitation de l'image. Donc, il est le seul à autoriser à ce que l'œuvre puisse être transmise via une photographie, par exemple. Et il peut, ça c'est issu en fait de plusieurs textes, il peut exiger la mention de son nom sur les reproductions et les représentations de son œuvre, notamment les photographies. À défaut, il s'agit effectivement d'une contrefaçon de droit d'auteur et vous avez la possibilité d'agir à titre de contrefaçon. En pratique, le fait qu'il y ait une photographie d'un projet ou d'une image de l'œuvre architecturale finie, sans que votre nom d'architecte y soit associé. L'idée, effectivement, c'est de plutôt écrire soit à la presse qui en fait état, soit au maître d'ouvrage en question, de manière à ce qu'il y ait une remise en état en fait et que votre nom soit cité en lien avec la photographie. Il est très rare d'agir en justice pour contrefaçon dans ce type de cas. Mais les textes de loi le permettent. Alors, ce que vous rappelez, c'est qu'on a quand même des exceptions, hein, c'est bien ça. C'est-à-dire que un reportage sur le domaine public, j'entends par la presse, une manifestation sur laquelle on voit apparaître l'œuvre en question, là, votre droit patrimonial n'est pas du tout atteint et vous ne pouvez absolument rien réclamer puisque c'est pas. Enfin, j'essaye un petit peu comment dire, de caricaturer. Par contre, si jamais vous vous retrouvez sur une couverture, je prends les extrêmes d'un magazine avec un bâtiment que vous avez réalisé et que ça devient dans les kiosques un élément vendeur, là, bien évidemment, votre action mérite d'être menée. C'est ça. En fait, ce sont les exceptions. Hein. Les exceptions, elles sont au profit de la presse, à titre d'information, en fait, on va dire, ben voilà, regardez, enfin voilà, moi je fais, je sais pas, un reportage sur les maisons alsaciennes et vous êtes un grand, grand architecte sur les maisons alsaciennes, eh bien, vous allez pouvoir effectivement citer, par exemple, voilà. Et donc, vous allez pouvoir être cité effectivement dans l'article journalistique en question. Et puis, l'autre exception qui est un peu particulière, elle est liée à une affaire très précise, c'est ce qu'on appelle l'exception de panorama. Elle vient en fait de ce qu'on appelle la théorie de l'accessoire liée à l'affaire de la place des terreaux à Lyon, où Buren en fait a réalisé les réaménagements quelques années, il y a plusieurs années d'ailleurs, de la place des terreaux à Lyon, et la Cour de cassation en fait a considéré qu'il s'agissait d'un accessoire
du lieu public, et que en fait le réaménagement se fondait finalement dans l'ensemble architectural et qu'il n'y avait pas de droit précis en fait à revendiquer sur la photo qui était prise. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'exception panorama et qui permet justement, alors ça a été très bien défini aussi dans les textes, puisque dans les textes, l'idée, c'est qu'une personne physique qui va prendre en photo votre bâtiment ne peut pas, et qui ne poursuit pas en fait de but commercial, ne peut pas être poursuivi en fait pour contrefaçon des droits d'auteur, puisque voilà, ça va se fondre en fait dans le panorama, ça va se fondre en fait dans l'ensemble architectural, et il s'agit d'un bâtiment qui se fond dans le lieu public. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions particulières. Non, ça m'a l'air d'être clair. Très bien. On vient alors sur la cession des droits d'auteur, hein, je pense qui est importante et qui permet de bien définir en fait contractuellement ce qui va être important pour vous pour défendre en fait vos droits. Donc la cession des droits d'auteur, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'elle ne va pouvoir être faite que sur les droits patrimoniaux. Je le répète, jamais sur les droits moraux. Le droit moral est incessible. Alors la cession, elle peut être gratuite, je ne vous le conseille pas, mais elle peut être gratuite, ou bien onéreuse, et elle doit être formalisée par écrit. Alors, c'est important hein, de bien définir ce qui va être cédé en fait en termes de droits patrimoniaux, pardon. Donc, la nature des droits qui sont cédés. On parlait tout à l'heure de droits de reproduction. On imagine bien que dans un contrat avec une personne physique, d'ailleurs c'est le cas dans les contrats qui sont proposés en fait par l'ordre, on va dire que la nature, les droits qui sont cédés à la personne physique ne sont faits que pour un seul exemplaire, c'est-à-dire que l'œuvre qui est créée par l'architecte ne pourra être reproduite qu'une seule fois, à titre unique. Donc c'est important effectivement de bien relire et bien définir dans votre contrat ce que vous voulez faire de ces droits patrimoniaux. Donc je reviens sur la nature des droits cédés, la durée de la cession. On peut la définir sur 5 ans, sur 10 ans, sur 20 ans, sur 30 ans. Donc à vous de déterminer effectivement ce qui est le mieux en termes de durée de cession et son étendue géographique, si c'est régional, France entière, le monde entier, etc. Donc ça, c'est important de pouvoir bien définir ces 3 pans-là de la formalisation de la cession des droits patrimoniaux. La cession globale des œuvres futures est interdite. C'est vraiment des clauses, ce qu'on appelle des clauses abusives, hein, très clairement. Si vous avez un maître d'ouvrage qui vous propose en fait de céder globalement toutes les œuvres que vous allez pouvoir faire dans la région, c'est totalement interdit. Donc, matériellement, l'œuvre soit existante, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. On ne peut pas signer un contrat en disant bah, ma production à partir de maintenant pour 30 ans, je la cède à telle société ou telle personne. Ça, c'est pas possible. Exactement. Il faut qu'elle soit bien définie pour un projet donné ou pour un ou plusieurs projets donnés, hein, mais elle ne peut pas être future. Hein, elle doit être bien déterminée. Les droits patrimoniaux bénéficient à l'auteur puis à ses ayants droit jusqu'à 70 ans après le décès de l'auteur. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est la vie de l'architecte, plus 70 ans après, les héritiers peuvent gérer en fait ces droits patrimoniaux. Alors ici, l'enjeu de la cession d'auteur, c'est aussi de choisir un peu
son combat. C'est la façon, effectivement, dont on va pouvoir se dire est-ce que l'originalité de l'œuvre que je suis en train de réaliser en vaut la chandelle? Est-ce que mon client effectivement a besoin d'avoir une cession de ses droits patrimoniaux? Est-ce que c'est pas abusif de sa part? Et est-ce que vous avez voilà, l'envie de vous battre en fait pour un enjeu parfois architectural, pardon, qui peut être moindre. Et donc c'est important en fait de bien pouvoir se positionner dans ce cas-là. Alors, l'idée de la cession de ces droits d'auteur, ça peut être aussi un effet d'aubaine. Je pense principalement sur un certain nombre de bâtiments publics, puisqu'on sait que l'attractivité touristique de certaines villes va être liée à quelques éléments architecturaux et notamment contemporains. Et auquel cas, il est bien et vous allez après parler de la méthode de formalisation de tous ces sujets, de pouvoir dès le départ, de dire que vous avez été lauréat d'un concours, par exemple, et que ça va avoir un impact assez important dans le paysage urbain ou rural, et que à ce titre-là, en plus de votre mission de maîtrise d'œuvre, vous permettez au maître d'ouvrage de bénéficier d'une certaine notoriété, et il est relativement normal que vous puissiez en bénéficier. En fait, c'est un petit peu ce processus-là qu'on oublie trop souvent. Exactement, ouais, tout à fait. Et donc, c'est ce que je voulais effectivement aussi repréciser, c'est quand on dit que prévoir effectivement dans son contrat d'architecte en ce qui concerne la cession de ses droits d'auteur, alors les 3 éléments dont je vous ai parlé tout à l'heure, la nature des droits, leur durée, leur étendue, mais c'est aussi éviter un certain nombre de notions, par exemple la notion d'exclusivité. Éviter de céder à titre exclusif l'intégralité des droits d'une œuvre. Pourquoi? Parce que dans ces cas-là, en tant qu'architecte, vous vous défaites complètement de tous vos droits. Donc l'idée, c'est de quand même bien pouvoir réfléchir à ce que vous voulez faire et la façon dont vous voulez exercer ces droits de reproduction et de divulgation de votre œuvre. Peut-être une petite aparté justement, puisqu'on parle de contrat d'architecte, sur les marchés publics, essayer d'être vigilant à la façon dont le marché public est monté. En général, effectivement, le visa du CCAG maîtrise d'œuvre est plus protecteur que le visa du CCAG protection intellectuelle, propriété intellectuelle. Pourquoi? Parce que le CCAG visa propriété intellectuelle est à destination plutôt des logiciels, des productions artistiques autres qu'architecturales. Et donc, le cahier des charges général maîtrise d'œuvre est plus protecteur de vos droits de propriété intellectuelle. Voilà, c'était une petite aparté, mais qui est assez importante. Autre question, est-ce que je peux conditionner la cession des droits au paiement de mes honoraires? Oui, vous avez tout à fait la possibilité de le faire. D'ailleurs, le contrat type de l'ordre le précise en disant effectivement l'usage des droits de propriété intellectuelle et donc des droits patrimoniaux par le maître d'ouvrage est conditionné au paiement de l'intégralité des honoraires à l'architecte. Donc ça, c'est très important. Alors, là, Florence, il va falloir peut-être nous repréciser, puisqu'en fait, nos honoraires sont liés à nos missions de maîtrise d'œuvre et pas forcément à la cession de ces droits s'ils ne le sont pas. Donc, vous voulez dire que c'est un levier supplémentaire si jamais on n'a pas inclus une somme d'argent complémentaire dans ces cas-là, ou pas, parce que là, à la limite, on risque de céder ses droits pour rien. Tout à fait. Alors, l'idéal serait effectivement de bien distinguer les honoraires liés à la prestation architecturale et le coût de la cession des droits d'auteur, de manière à bien pouvoir scinder les deux.
On va dire que ça peut se pratiquer sur des contrats d'une certaine envergure, mais qui permettent justement, si le contrat prend fin, en cours de route de la réalisation de l'œuvre, eh bien, de bien pouvoir scinder ce qui va revenir des honoraires de la maîtrise d'œuvre et du coût de la cession des droits patrimoniaux. Donc de rajouter une ligne qui sera Exactement. spécifique sur ce sujet-là. Ce qui veut dire, c'est qu'en plus, la cession des droits patrimoniaux n'est pas liée en général l'appel d'offres de base, puisque quand on a une mise en concurrence, alors là je parle plutôt de ma part principalement, sur un certain nombre de missions de l'architecte, la cession des droits n'en fait jamais partie. Non. Donc ça mérite peut-être de réfléchir pour ajouter cette ligne, qui peut être optionnelle, mais dès le départ de la négociation avec le maître d'ouvrage. Exactement. Ça peut valoir effectivement la peine de bien le distinguer dans le contrat. Que se passe-t-il si mon contrat ne prévoit rien en termes de cession de droit d'auteur? Eh bien, en fait, les droits patrimoniaux restent propriété de l'architecte auteur de l'œuvre architecturale, et donc effectivement va être aussi transmis aux héritiers, etc. S'il n'y a pas d'autres questions, je poursuis. Le troisième point, qui est peut-être un peu plus pratique, c'est les précautions à prendre quand un architecte intervient à la suite d'un confrère ou sur l'œuvre d'un confrère. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon déontologique, en fait, la succession de missions. Qui justement nécessite qu'on s'y arrête. Déontologiquement, tout architecte doit respecter ce qu'on appelle les successions de missions. Alors, j'ai mis effectivement une slide suivante. Je vous fais une aparté ici sur principalement les successions de missions. Je vais me permettre en fait de lire textuellement l'article 22 du Code de déontologie des architectes qui précise: l'architecte appelé à remplacer un confrère dans l'exécution d'un contrat ne doit accepter la mission qu'après en avoir informé celui-ci, s'être assuré qu'il n'agit pas dans des conditions contraires à la confraternité et être intervenu auprès du maître d'ouvrage pour le paiement des honoraires dus à son prédécesseur. Il doit informer le conseil régional de l'ordre dont il relève. Et si un architecte est appelé à succéder à un confrère décédé, il doit sauvegarder les intérêts des ayants droit pour les opérations déjà engagées et qu'il est amené à poursuivre. Donc en pratique, qu'est-ce que ça implique? 3 étapes qui sont à formaliser. Premièrement, informer par écrit l'architecte de la reprise de l'opération. Vous intervenez effectivement sur les conseils du maître d'ouvrage pour réaliser cette opération et s'assurer que la reprise n'intervient pas dans des conditions qui sont contraires à la confraternité. C'est ce qui a trait principalement à l'intégrité de l'œuvre architecturale de votre confrère. Et Florence, donc dans le premier cas, vous parlez de la formalisation écrite. Si on n'a pas de réponse, il faut bien évidemment insister. C'est-à-dire que ce n'est pas un courrier simple, ça peut être un courrier recommandé, voire un mail en étant sûr que le confrère ait bien réceptionné l'ouvrage. Il faudra pouvoir en apporter la preuve, c'est ça, hein. C'est le mieux. Je vais y revenir, mais un accord explicite n'est pas nécessaire. Deuxième point, c'est donc informer par écrit le maître d'ouvrage pour le paiement éventuel des honoraires qui seraient dus au prédécesseur. Ce n'est pas une obligation de résultat pour l'architecte, c'est-à-dire que si le maître d'ouvrage n'a pas payé en fait les honoraires du prédécesseur, vous pouvez pas vous n'êtes pas investi de cette obligation que le maître d'ouvrage doit réellement avoir payé en fait les honoraires. Mais vous devez l'informer en termes de confraternité que c'est important effectivement que ces honoraires soient bien réglés.
Et puis, le troisième point, c'est donc informer par écrit le Conseil de l'ordre dont vous dépendez. Donc, c'est ce que vous disiez, effectivement, la démarche, elle est faite à titre informatif, sans qu'il y ait un droit d'opposition de l'architecte initial. C'est mieux, effectivement, d'avoir un accord. Pourquoi? Parce que l'architecte initial qui intervient peut faire valoir effectivement que ce qui va être réalisé sur l'œuvre entraîne une dénaturation en fait de sa conception architecturale initiale. Et donc c'est en cela où en général il est préférable de donner en fait un délai raisonnable, une sorte d'échéance en fait à l'architecte auquel vous écrivez, de manière à dire voilà, donnez-moi une réponse sous quinzaine, de manière à ce que on soit sûr d'avoir une réponse formelle à cette action. Alors, en cas de non-respect de la protection de l'œuvre architecturale, l'architecte initial peut s'opposer à cette reprise si, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, il prouve le caractère original de son œuvre et que les modifications sont d'une telle ampleur qu'il estime qu'il y a dénaturation de l'œuvre architecturale. Ce qu'on peut se rappeler aussi, Florence, c'est que là, on parle de la propriété intellectuelle, mais cet article 22, il est assez généraliste, puisque ça peut être, n'oublions pas, et là je fais une parenthèse, que ça peut être aussi lié à des informations techniques dont l'architecte initial aurait connaissance et pas le deuxième. Et puis encore une fois, la confraternité, c'est de ne pas être en concurrence, et notamment dans le cadre d'une concurrence non loyale, et notamment dans la captation d'un marché qui a déjà été attribué. Donc l'article 22 va à la fois sur la propriété intellectuelle, mais à la fois sur les pratiques généralistes de notre profession réglementée. Oui, tout à fait, exactement. C'était l'aparté que je voulais faire effectivement sur le code de déontologie. Lorsque vous êtes dans le cadre effectivement d'une succession de missions, vous avez cet aspect déontologique que vous devez effectivement respecter. Et puis, l'autre action doit être en lien avec les droits patrimoniaux, c'est-à-dire vérifier le contrat, vérifier que le maître d'ouvrage a bien obtenu la cession des droits patrimoniaux et des droits d'exploitation des plans de conception. Puisque si ce n'est pas le cas, eh bien, vous allez vous retrouver face à quelqu'un qui finalement exerce des droits qu'il n'a pas et qu'il ne pourrait pas effectivement user. Un cas très pratique, Florence, sur les droits patrimoniaux. À partir du moment où on va dire qu'on est en début de chantier, donc on va considérer que le permis de construire a été accordé avec l'architecte A, et dans ces cas-là, le permis de construire est accordé. A posteriori, l'architecte A ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de cession des droits pour le permis de construire, ou il pourrait en faire usage si ce n'est pas stipulé au contrat. Si ce n'est pas stipulé au contrat, non, on ne peut pas. Il faut que ce soit bien stipulé au contrat et qu'il y ait un accord antérieur, effectivement, qui soit donné. Et, puisque effectivement les droits patrimoniaux peuvent être aussi cédés à titre onéreux, donc c'est important effectivement bien de le définir en amont. Et puis la troisième action, elle est donc relative aux droits moraux. C'est en lien avec l'article 22 dont on a vu les différentes étapes tout à l'heure, c'est se rapprocher du confrère pour l'informer des modifications envisagées, lesquelles ne doivent pas dénaturer l'œuvre. Donc c'est important effectivement de bien le définir en amont et de s'assurer en fait vous-même qu'il n'y ait pas de dénaturation de l'œuvre, de manière à ce que ça puisse être accepté, en tout cas acceptable par votre confrère. Alors, dans les questions qui sont posées, certaines reprennent en fait ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire, à titre d'exemple, peut-on reprendre les plans esquisses ou APS pour finaliser un permis de construire? Dans l'absolu, je dirais oui, si les droits patrimoniaux ont bien été cédés. Finalement, les droits patrimoniaux ont été cédés
à un maître d'ouvrage A, il décide de changer d'architecte, il s'adresse à un autre architecte, eh bien cet autre architecte va devoir vérifier si le maître d'ouvrage a les droits patrimoniaux de l'architecte initial, de manière à pouvoir reprendre les plans esquisses sous réserve de bien vérifier effectivement que l'architecte en question, le confrère, donne son accord sur le résultat attendu par le maître d'ouvrage. Hein. On est bien sur ces trois étapes. En y mettant un petit peu bémol pardon, sur le code de déontologie, que l'architecte doit être l'auteur et qu'il ne peut pas sous-traiter la conception de l'ouvrage. Donc, il faut qu'on fasse aussi très attention entre les règles du droit et également la déontologie, puisque la déontologie, comme chacun le sait, est aussi extrêmement importante et une des conditions pour pouvoir réaliser nos missions en tant qu'architecte. Donc, on est un petit peu entre ce qu'on dit là et la pratique. C'est toujours des situations très délicates hein, de reprendre l'APS d'un autre. Attention, il faut que vous puissiez montrer que vous avez conçu le projet. Donc, ça veut dire que c'est quand même une reprise qui va être assez substantielle. Tout à fait. Il faut que ce soit substantiel dans ce cas-là. Que faire si mon confrère refuse que j'utilise ses plans ou que j'opère des modifications? Là, on est purement dans de la négociation, c'est-à-dire faire valoir le fait, ce que je vous disais tout à l'heure, que les modifications apportées au bâtiment n'apportent pas une modification majeure, faire entendre à l'architecte initial que vous respectez l'œuvre initiale, ou bien, ce qu'on se disait tout à l'heure, qu'il y a des impératifs sécuritaires ou d'usage important sur le bâtiment en question. Et puis, ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure aussi, que faire si le maître d'ouvrage dépose un permis de construire avec mes plans sans mon accord? Eh bien, l'architecte, effectivement, lui ne peut pas s'opposer en fait au permis de construire en tant que tel. Il a été déposé, mais il a une action contre le maître d'ouvrage de manière à pouvoir s'opposer à la réalisation du bâtiment. D'ailleurs, dans ces cas-là, l'architecte a tout intérêt à le faire puisque ça engage effectivement sa responsabilité. Que de voir en fait des plans ou un permis de construire déposé alors même qu'il n'a pas validé l'intégralité du permis de construire en tant que tel. Alors, là où il faut quand même être très 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 méfiant, c'est que attention quand nous réalisons nos différentes phases, que ça ne soit pas des plans sur lesquels il soit marqué permis de construire. Parce que ça voudrait dire que là, le maître d'ouvrage, à partir du moment où vous avez permis de construire, donc vous avez validé la phase permis de construire, qu'on soit bien d'accord. Donc de toute façon, il va être très difficile de justifier que ça n'est pas en capacité, puisque vous avez un contrat pour ça, de le déposer au permis de construire. Par contre, si vos plans sont intitulés esquisse APS, par exemple, pour être très précis, et qu'ils servent pour un dépôt de permis de construire sans votre autorisation, les choses sont beaucoup plus limpides pour faire un recours. Tout à fait, exact. Ok, je passe. Le deuxième point qui est en lien en fait avec ce qu'on se disait tout à l'heure, les modifications d'une œuvre existante, c'est-à-dire en tant qu'architecte, vous intervenez sur un bâtiment qui est déjà existant. On est typiquement dans ce qu'on appelle en droit une œuvre composite. Donc, ce qu'on se disait tout à l'heure, l'œuvre composite, c'est la propriété de l'auteur qui l'a réalisée sous réserve des droits d'auteur de l'œuvre préexistante. Donc ça veut dire que vous devez vous rapprocher dans ces cas-là du confrère ou des héritiers, en fait, de l'architecte initial du bâtiment, afin de l'informer des modifications que vous envisagez, lesquelles ne doivent pas dénaturer l'œuvre préexistante.
C'est vraiment le grand principe. En jurisprudence, donc on a un cas qui est assez, qui est assez important pour nous. C'était ce qu'on appelle l'arrêt Hagopian, c'est-à-dire c'était le stade de foot en fait de Nantes. Hagopian, oui. Voilà, Hagopian, pardon, de Nantes, où les magistrats sont venus en fait dire qu'il n'y avait pas d'intangibilité en fait de l'œuvre si des modifications étaient nécessaires. Là, entre autres, c'était pour l'agrandissement en fait du stade de foot, et ça nécessitait effectivement des modifications de l'œuvre en tant que telle. Alors, tout de suite, avant d'être là-dessus, je vois qu'il y a une question. Alors, on a une consoeur ou un confrère qui nous dit que si effectivement ils repartent dès l'esquisse, faut-il en informer le confrère? C'est-à-dire, il repart, alors visiblement, oui. On reprend à zéro. Alors, voilà, reprend à zéro. Alors là, on est plutôt sur l'article 22 sans la propriété intellectuelle, puisqu'il n'y a plus de propriété intellectuelle, puisque de toute façon, on ne se sert pas du projet initial. Par contre, l'article 22 est quand même opérant, j'imagine. Exactement, ça veut dire qu'il y a quand même un architecte qui est intervenu en amont. Donc l'idée, effectivement, c'est par confraternité, d'informer en fait l'architecte initial que vous allez intervenir sur le terrain ou le bâtiment en question, et donc reprendre en fait le fil du projet avec le maître d'ouvrage. Mais en termes de droit d'auteur pur, si vous reprenez à zéro en fait une esquisse, vous serez nécessairement à l'origine de la conception architecturale, et donc ça ne pose pas de difficulté. Donc, on était effectivement sur plutôt la modification d'une œuvre existante. L'idée, effectivement, dans le cas d'une œuvre préexistante, il est parfois difficile d'aller chercher finalement le confrère. Parfois, le bâtiment peut être assez ancien. Alors, dans ces cas-là, comment faire si mon confrère n'exerce plus? Il est décédé, n'a plus d'adresse connue, ou bien sa société d'architecture a été liquidée. Eh bien, l'idée, là, c'est de faire tout son possible, c'est-à-dire d'aller alors essayer de rechercher les héritiers, contacter un notaire qui pourrait vous aider dans la recherche des héritiers connus, faire en sorte, peut-être, si l'œuvre en vaut la peine, contacter un généalogiste. Toutes ces actions, en fait, vous permettront, si vous n'arrivez pas finalement à contacter le confrère, mais à prouver que vous avez fait tout votre possible, en fait, toutes les actions possibles pour pouvoir essayer d'informer l'architecte initial des modifications envisagées. Donc, c'est important de pouvoir... Le Conseil de l'ordre aussi peut peut-être, vu qu'on a aussi des archives sur un certain nombre de choses, voir des relations avec la DRAC pour retrouver ces éléments-là. Et je pense que les différents intervenants sur des œuvres architecturales ne seront pas du tout avares dans toutes les informations. Et puis, effectivement, votre démarche étant tout à fait respectueuse, vous ne serez qu'encouragé et probablement aidé par toutes les parties qui ont été sur le sujet. En tout cas, il faut effectivement montrer qu'on a fait toutes ces démarches Tout à fait. pour respecter ce sujet. Dans ces cas-là, faut-il obtenir l'accord du confrère sur les modifications envisagées? Pas vraiment, c'est plutôt l'information du confrère, même si, et ça c'est un conseil juridique, il est préférable d'avoir un accord ou en tout cas une réponse du confrère pour être certain de pouvoir continuer en fait sur les modifications envisagées sur l'œuvre existante. Alors, donc là, vous nous avez fait une réponse de juriste pur, on vous en remercie. Maintenant, on est aussi dans une profession sur laquelle on peut dialoguer entre nous et de prendre contact, si le confrère d'une part n'est pas décédé, bien évidemment, mais même s'il n'est plus en exercice, pour discuter avec lui sur la jeunesse de son projet et savoir si
s'y greffer notamment, ça peut être aussi tout à fait enrichissant. Donc, on est dans une profession parfois qui vit un peu dans l'isolement, et là, il est bien de pouvoir aussi faire une continuité historique. Donc, il y a la réponse juridique un petit peu brutale, on a fait les démarches et du coup, il n'y a pas de réponse, mais je pense qu'il faut peut-être un petit peu aller au-delà pour effectivement faire en sorte que cette ville qui évolue le soit fait en harmonie entre les bâtiments, mais aussi entre les personnes qui l'ont construite. Je crois que ce serait une bonne chose. Tout à fait. Et puis, j'insiste sur le fait que il est mieux d'avoir un accord, ou en tout cas, il est mieux d'avoir une réponse, puisqu'en cas de refus de l'architecte initial, lui-même peut effectivement essayer de défendre ses droits par tout moyen, et donc aussi par une action en justice. Donc, c'est important d'avoir quand même une réponse du confrère. Et puis, il y a une petite aparté sur ce sujet-là. Il faut noter que le droit moral ne confère pas en fait un droit d'exclusivité pour l'architecte initial à suivre les travaux et à suivre la maîtrise d'œuvre des travaux modificatifs. C'est vrai en marché privé, donc il n'a pas ce droit-là en tout cas, il ne peut pas dire, voilà, en tout cas, vous me prenez pour que je puisse suivre les modifications envisagées. Et c'est d'autant plus vrai en marché public, puisqu'il faut nécessairement une mise en concurrence. Et donc, l'architecte initial ne peut pas faire valoir ce droit pour pouvoir obtenir un marché, ou en tout cas une rémunération. Voilà. Le qu'est-ce que je risque? Qu'est-ce que je risque? Oui, effectivement. Alors, deux points. D'abord, une plainte déontologique, puisque on est purement en fait sur l'application du code de déontologie. Donc, l'ordre peut se saisir aussi, ou en tout cas être saisi pour pouvoir porter plainte dans ce cadre-là si les informations ne sont pas réunies et si les actions ne sont pas réalisées. Et puis, des sanctions civiles aussi et pénales, puisque on contreviendrait au droit d'auteur. Et donc, on aurait soit de la contrefaçon, ou, si possible, effectivement, du plagiat, si on n'est pas sur une œuvre préexistante. Mais voilà, ça peut être le risque à ne pas respecter en fait ces règles. Deux petites questions peut-être un peu plus un peu éloignées en pratique. Un maître d'ouvrage me sollicite pour réaliser un permis de construire modificatif alors que je ne suis pas l'auteur du permis initial. Puis-je accepter? Non, très clairement, en fait, l'article 5 du code de déontologie des architectes précise bien que l'architecte doit être à l'origine de la conception architecturale. Et dans ce cadre-là, le permis de construire modificatif, vous n'êtes pas à l'origine du permis initial, donc vous ne pouvez pas déposer un permis de construire modificatif alors que l'auteur du permis initial n'est pas vous. Donc, c'est important, effectivement, ça fait partie des questions qui sont posées assez régulièrement, et ça fait partie des choses sur lesquelles il faut être très vigilant. Une dernière question. Dans le cadre d'un concours, le maître d'ouvrage peut-il exiger des modifications du projet? Je dirais oui, dans le cadre d'un concours, en tout cas jusqu'à ce que le contrat soit signé, le maître d'ouvrage peut demander uniquement des ajustements au projet, sous réserve, bien entendu, de l'accord de l'architecte. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, en fait, le maître d'ouvrage ne peut pas vous demander de dénaturer votre offre, de dénaturer votre projet et de venir modifier de manière substantielle votre projet. Donc tout ça, c'est encore un juste équilibre en fait entre les deux.
quand vous dites substantiel, c'est là où il faut être extrêmement prudent, hein, dans le cadre d'un concours, puisque ça serait la mise en concurrence qui serait aussi remise en cause si jamais on vous demande de repartir, non pas d'une feuille blanche, mais de remettre en cause tout le parti pris que vous aviez initialement évoqué. Donc faut qu'on soit un petit peu modéré sur ce sujet-là. Il y a quelques adaptations au programme qui peuvent évoluer, mais en tout cas, l'image globale du projet. En gros, on a eu le cas parfois de maîtres d'ouvrage qui choisissaient une équipe A, mais qui voulaient le projet de l'équipe B. Ben, ça, c'est pas possible. Non, voilà. Ça, c'est Donc, pas possible. très clairement. Et je vois qu'on a de nouvelles questions. Alors, je crois que vous y avez déjà répondu tout à l'heure, mais on va peut-être essayer d'être encore plus précis. Donc, si le confrère refuse toute modification, que se passe-t-il? Eh bien, effectivement, ça, c'est de la vraie négociation. C'est-à-dire que c'est à vous d'essayer de trouver un accord. Alors, vous pouvez aussi solliciter l'ordre pour une éventuelle conciliation. Ça peut être un sujet qui peut être nous présenter. Ça peut être par le biais d'avocats aussi, essayer de trouver une négociation qui permettrait justement d'allier en fait à la fois le projet de votre maître d'ouvrage et puis le souhait du confrère architecte. Mais c'est de la pure négociation, vraiment. Là, c'est de la négociation, et si effectivement négociation n'est pas possible et que le projet avance quand même, eh bien, il y a les juridictions qui trancheront. Donc on peut pas en savoir quel va être le résultat, mais c'est des procédures qui sont malgré tout lourdes, coûteuses et incertaines dans les deux cas, puisqu'encore une fois, les conditions, que ça soit une œuvre, sont quand même à la fois assez encadrées, mais aussi à l'appréciation souveraine des juges. Donc attention, tout n'est pas œuvre architecturale. Et là, il faut qu'on soit aussi très vigilant sur ce point-là. Il y avait une autre question, alors peut-être qu'on va répondre en duo, sur les arguments à présenter à un promoteur privé qui demande à ce que les architectes cèdent sans rémunération la totalité des droits de protection intellectuelle dans le monde entier. Je vous laisse commencer ou je commence? Parce que c'est terrible. Ben, effectivement, non, allez-y. c'est du contrat de droit privé. Mais enfin, à partir du moment, donc les accords sont possibles, hein. Alors, propriété intellectuelle, c'est que sur la partie patrimoniale, on est bien d'accord, hein, pas sur la partie morale déjà, mais ben on peut aussi refuser d'accepter tout et n'importe quoi. Et puis voilà, et parce qu'on pourrait aussi vous demander de travailler gratuitement sur la totalité de vos projets et de ne pas remplir en plus votre obligation déontologique sur toutes les qualités architecturales. Et puis, je vais peut-être vous laisser conclure sur ce point. Oui, après, les arguments, en fait, ils sont liés à l'enjeu architectural que vous voulez donner à votre projet. Voilà, est-ce qu'ils vont reproduire à l'identique? Et c'est là où il faut être vigilant aussi, c'est-à-dire que votre projet, il pourrait être reproduit à l'identique, voilà, dans une autre configuration, ce qui est très délicat, hein, mais voilà, vous pouvez demander aussi à être rémunéré pour ça. Donc, je pense que c'est aussi un enjeu fort que de vouloir protéger en fait sa création et son œuvre architecturale. Ça fait partie des choses sur lesquelles, voilà, je pense qu'il faut en tout cas se battre. Tout dépend des enjeux financiers qui sont là pour vous. Et je rebondirais en disant, y compris sur l'image, puisque si cette publicité sur votre production est faite à partir d'images que vous avez même produites au sein de votre agence, donc il y a l'œuvre architecturale, mais il y a aussi son image, et vous êtes aussi l'auteur de l'image dans ces cas-là. Donc faites très attention dans votre négociation à avoir pu inscrire tous ces sujets-là, parce que entre l'image et la production et le contrat de maîtrise d'œuvre, c'est pas la même chose. Donc, on est déjà une profession qui est parfois un peu malmenée économiquement par nos maîtres d'ouvrage. Et bien, je pense qu'il faut aussi donner des limites à tout ça. En tout cas. Et s'il y a des vrais enjeux financiers, hein, vous pouvez aussi vous adresser à un avocat qui peut vous aider aussi à rédiger des clauses qui viennent, voilà, peut-être un peu contrecarrer celles que le promoteur privé peut tenter de vous imposer. Pour ma part, en tout cas, je l'ai fini. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Non. Je pense qu'on a fait un petit peu de tout. Sachez qu'on est à votre disposition si vous avez
d'autres questions sur ce type de sujet ou sur un autre, vous avez effectivement sur le document nos coordonnées téléphoniques et nos coordonnées mail. N'hésitez pas si vous avez d'autres questionnements. Et puis en concluant aussi, on est le Conseil de l'ordre des architectes des Pays de la Loire, et que sur les sujets de la conciliation, qui peuvent tout à fait concerner ces articles-là, on peut aussi organiser des réunions de conciliation, donc entre maîtres d'ouvrage et architectes, ou entre architectes. Donc dans les deux cas, on a très régulièrement, voire même régulièrement, des sujets que l'on traite au CROA. On arrive très souvent à avoir des accords, et quand ce n'est pas le cas, on rédige un avis qui peuvent éventuellement servir auprès des juridictions. Voilà, écoutez, on vous remercie pour votre attention, et puis on vous dit à un prochain midi de l'info. Au revoir. Très bien. Merci beaucoup. Au revoir.